Dans cette deuxième partie de ma conférence, intitulée « Le loisir conscient rapporte », je veux maintenant réfléchir sur ce que représente le fait d'avoir du loisir. Il s'agit de ne rien faire et que ça paye. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment se tenir tranquille, ne pas s'agiter et attirer à eux les personnes qui s'harmonisent avec leur vibration. Il y a très peu de gens qui sont capables de se répandre dans le milieu par leur magnétisme et d'attirer à eux des gens qui vont partager leurs pensées. Je me suis toujours demandé comment doit donc se comporter quelqu'un qui est victime d'un vol par effraction chez lui pour la 3e fois en 2 ans. Il se comporte comme quelqu'un d'inquiet, qui émet des vibrations. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une vibration. Une vibration, c'est un dégagement d'énergie qui va aller chercher des personnes ou qui va produire des événements correspondant à ce que vous pensez ou à ce que vous ressentez. Ainsi, quelqu'un qui éprouve une insécurité va attirer, selon que c'est une insécurité concernant son logement, des voleurs, des inondations, des incendies. Si c'est en rapport avec sa santé, bien, cette personne-là, dans ses rapports amoureux, va tomber sur un sédatique ou sur une personne violente qui, sous prétexte d'amorcer avec elle un lien supposé être tendre, va se mettre à la battre et à la heurter. Selon vos vibrations, vous définissez votre milieu. Il est évident que si vous bénissez votre voiture, vous allez avoir moins de difficultés avec elle que si vous blasphémez chaque fois qu'elle tombe en panne ou chaque fois qu'il y a un pépin. Il est évident, mes chers amis, que si vous allez chez le garagiste avec l'impression qu'il va vous le voler, il ne manquera pas de le faire. Parce que autrui, ce n'est jamais un absolu. C'est un relatif. C'est-à-dire qu'il est relatif à vous, selon ce que vous allez émettre comme vibration. Autrui va entrer en sympathie avec ce que vous émettez. Vous émettez de la peur, vous allez attirer quelqu'un qui va vous faire peur. Vous émettez de l'insécurité, vous allez attirer un amoureux qui va vous faire éprouver de l'insécurité. Vous êtes angoissé devant la mort, vous allez passer de très mauvaises nuits. Et vous allez faire des cauchemars. Vous éprouvez de la culpabilité, alors vous allez rencontrer des gens qui vont vous rendre coupable. Parce que vous vous donnez ces gens-là. Et savez-vous ce que ça veut dire, la conscience? La conscience est une propension à constituer des choses en rapport avec les pensées émises. C'est aussi simple que ça. Si vous acceptez cette idée, vous allez vouloir la vérifier. Et ça ne prendra pas de temps que vous allez la vérifier. Par exemple, supposons que vous avez des griefs au niveau politique. Il est évident que vous allez créer des circonstances qui vont faire que vous allez devenir la victime des machinations politiques, de l'abus, de la part de l'impôt, que si vous votez, votre bulletin de vote va être annulé, vous allez recevoir la visite de la police,
bien entendu, vous vous êtes construit un monde fait de vos émotions de méfiance et de critique. La question est de savoir, faut-il devenir aveugle? Ne pas voir ce qui ne va pas dans le monde? Pas du tout. La question est de savoir, vais-je investir des émotions dans mes critiques? C'est aussi simple que ça. Mais dites-moi, quand quelqu'un bénit, n'est-ce pas? Parce qu'il a le temps pour bénir. On ne peut pas bénir dans une discothèque où c'est très difficile, il y a trop de bruit. On ne peut pas bénir dans le métro. Il y a quelqu'un à côté de nous qui s'enlaille. Il y a quelqu'un d'autre qui fait une crise d'asthme. Il y a quelqu'un d'autre qui jase comme un moulin. C'est très difficile de se concentrer. Pour bénir, ça prend du temps. Il faut être désoccupé, tranquille. Et là, vous pouvez bénir. Mais si vous bénissez, moi je vous mets au défi de faire un bilan de votre vie passée. Vous devez savoir, si vous avez une voiture, combien d'accidents vous avez eu avec votre voiture. Combien de fois il a fallu aller au garage pour payer des factures de réparation. Combien de fois vous avez eu des contraventions sur la route, sur la route. Combien de fois vous avez eu une contravention parce que vous n'aviez pas payé suffisamment le parcomètre? Et alors, vous regardez maintenant que je bénis. Est-ce que ça se présente aussi souvent? Non. Est-ce que j'ai autant d'accidents qu'avant? Non. Regardez du point de vue de votre santé. Est-ce que je suis aussi malade que je l'étais? Non. Si je suis malade, est-ce que c'est grave? Non. Si j'avais, par exemple, je tiens un commerce, je me méfiais des clients qui venaient me voler. Je craignais les hold-up, les braquages, comme on dit en France. Mais vous commencez à bénir, ils vont diminuer. Je ne vous dis pas ici que c'est un objet de croyance. Non, je vous demande de constater le pouvoir de votre pensée. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous avez moins d'accidents, si vous rencontrez moins de personnes qui veulent abuser de vous, si vous rencontrez des bonnes personnes charmantes et agréables, qui sont serviables et qui vont vous aimer, si vous êtes moins malade qu'auparavant, si vous constatez que, par exemple, il y a un problème dans l'édifice que vous habitez, et vous allez constater, comme par exemple lors de la panne électrique du grand verglas, vous allez constater, tiens, moi, dans mon immeuble, on ne manque pas d'électricité, c'est curieux. Puis il y a 1 million d'habitués de l'Hydro-Québec qui manquent d'électricité. C'est arrivé en 1998. Ici, on avait toujours de l'électricité, et la lumière brillait, on pouvait utiliser notre poêle, se faire du café. C'était facile. Alors, voyez-vous, quand vous constatez les faits, vous découvrez une chose. Un, il y a des faits psychiques invisibles qui vont influencer des faits physiques visibles. N'y croyez pas. Vérifiez. Vous avez besoin de temps, mes amis. Le temps use le fini et accomplit l'infini. Ce n'est pas une remarque en l'air. C'est un des principes de ma métaphysique. Le temps use le fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez le temps de vous calmer, de relaxer, de cesser de vous défendre comme si on allait vous attaquer, les choses importunes qui vous dérangeaient vous dérangeront de moins en moins. La paix va entrer dans votre vie. Et si vous aviez, par exemple, un parent querelleur ou acariâtre, il va se calmer tranquillement. Il y a, par exemple, 20 ans que vous aviez entendu parler de l'oncle Albert à cause d'un malentendu. Voilà soudainement qu'il va venir vous parler et qu'il va être
plein de bonnes intentions à votre égard. Les choses vont s'adoucir. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, une vie harmonieuse et douce. Il y a des gens qui aiment la misère. Il y a des gens qui veulent absolument lutter. Moi, je ne veux pas lutter. Je n'attaque pas. Je ne me défends pas. Je constitue le sens de ma vie. Moi, je ne tire aucun honneur d'être homme. Je ne suis pas un humaniste. Je ne me définis pas comme étant un homme. Je ne tire aucun honneur d'être un mâle plutôt qu'une femme. Non. Je ne tiens pas compte de l'âge. Là-dessus, ma mère m'a sûrement influencé. Parce que ma mère, quand elle s'adressait, elle venait me reconduire à l'école, puis elle s'adressait à des enfants qui avaient mon âge, de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et elle leur disait « vous ». Les enfants la regardaient en disant « mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Pour qui elle me prend? » Elle me dit « vous », comme un adulte. Mon père, c'est assez curieux. Est-ce qu'il pressentait que j'allais devenir un grand philosophe? Je ne crois pas. M'a dit « vous » jusqu'à 25 ans. Mon père, disais-tu à ma mère, puis disais-vous à moi. Vous savez, j'ai compris pourquoi ma mère et mon père avaient ce genre d'attitude à l'égard des gens. Ils n'ont pas eu beaucoup de problèmes avec les gens. Ils s'adressaient à eux avec respect, avec courtoisie, avec douceur. S'ils étaient victimes d'une mauvaise attitude, ils répondaient par une bonne attitude. Ne tenaient pas compte de la réaction d'autrui. Alors, évidemment, cela aide. Vous savez, savez-vous ce que ça veut dire? Que d'avoir une vie reposante, inspirante, créatrice, sans personne qui nous embête, sans des événements inopportuns qui nous cassent les pieds, sans malchance, sans problème, presque sans maladie. Ça fait tout un changement, mes amis. Je suis persuadé que lorsque vous devez faire un chèque ou dépenser une somme d'argent, vous ne pensez jamais « je bénis cette somme pour qu'elle me revienne multipliée ». Peut-être que vous n'y pensez pas. Mais peut-être que si vous la bénissiez, cette somme, elle vous reviendrait multipliée. Par exemple, avez-vous songé que la caissière de couleur qui emballe les aliments que vous avez achetés au supermarché et qui est traitée comme rien par son patron, va être ravie si vous lui souriez. Moi, ça m'est arrivé d'offrir un livre à une caissière en disant merci de toujours bien m'accueillir. Mais ça, là, ça vous empêche d'avoir un visage crispé, d'avoir des raideurs. Hein? Rappelez-vous le mot de Thérèse Bertherat. Il n'y a pas de laideur, il n'y a que des raideurs. Mais les gens ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont habitués d'avoir la vie dure. Ils sont habitués de se faire dire non. Même quand on leur dit oui, ils sont tous décontenancés. Ils sont habitués que ce soit difficile de payer leur loyer, difficile de payer leur impôt. Il ne leur est jamais venu à l'esprit qu'ils pouvaient occuper un logement social, qu'ils pouvaient ne pas payer d'impôts, qu'ils pouvaient avoir des revenus cachés sous forme de dons, de cadeaux, de petits héritages de main en main. Quand mes parents ont vu qu'ils approchaient de la fin de leur vie,
Et chacun à leur tour, à 7 ans d'intervalle, ils ont vidé leur compte en banque et m'ont dit, tiens André, ça va t'éviter des frais de notaire quand tu vas hériter. Tiens André, voilà, et pense, veille sur nous. Ça a été très facile. Les deux ont procédé de la même façon. Pas de frais de notaire. Pas d'impôts à payer sur les héritages. Pas de complications légales. Pas de chichi, de factures, de contrats, rien. Il y a moyen de vivre très simplement, très facilement. Vous savez qu'il y a des milliards de dollars qui dorment au gouvernement. Lorsque j'ai demandé un jour une bourse d'études postdoctorales en philosophie, je me suis dit, parce que j'étais déjà sur la liste noire, hein, on m'avait envoyé la brigade anti-émeute et j'avais été étiqueté parce que j'avais été témoin expert dans une cause de meurtre pour la défense d'un prévenu qui appartenait au FLQ. Ça, c'est mauvais pour une carrière. Alors, je me suis dit, en philosophie, qu'est-ce qui pourrait être suffisamment équivoque ou rare? Alors, je me suis dit, je vais demander un doctorat en épistémologie. Grosse surprise à Ottawa. C'est le Conseil des arts, ça dépend d'Ottawa. Alors, c'était presque sûr qu'on allait quand même me la refuser. Mais je l'ai obtenue. Là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ma réputation est détruite, ma carrière est détruite, j'ai de la misère à manger, je suis sur le bord de faire faillite et je reçois une grosse bourse d'études. Alors j'ai fait une petite enquête. Je me suis aperçu que pour le Canada, il y avait 5 bourses disponibles en épistémologie. Et il y a eu 3 demandes. Ça devenait gênant de ne pas me l'accorder. Raisonnez votre vie. Essayez de comprendre que si vous travaillez moins, en vous installant par exemple un hamac dans votre salon, ou achetez-vous des poissons rouges. Des poissons rouges dans un aquarium, ça calme. Les poissons rouges et les souris, ils aiment la musique de Mozart. Quand j'étais enfant, dans la maison où nous vivions, qui était un véritable taudis, quand mon père voulait savoir combien il y avait de souris qui étaient cachées dans le KGB, qui donnait sur la cuisine, il mettait de la musique de Mozart. Et là, on voyait apparaître, sous la porte, une dizaine de petits museaux. Là, il s'est dit, on est pris avec 10 souris. Il venait écouter la musique. Les poissons, c'est la même chose. Installez-vous un hamac, écoutez Mozart, gardez un calepin sous la main avec un crayon, il va vous venir une idée. Notez-la. Peut-être que cette idée pourrait changer votre vie. Méfiez-vous de la première idée que vous avez. C'est la bonne. Croyez à l'inspiration. Ne travaillez plus. Il y a d'autres moyens dans l'invisible. Apprenez à bénir. Changez vos fréquentations. Vous avez le meilleur moyen de bien vivre et de vous offrir comme bénévole. Ça va vous faire rencontrer une foule de gens. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait la lecture à une vieille dame de 85 ans. Et à sa grande surprise, quand elle est morte, il a hérité. Il ne faisait que lui faire de la lecture bénévolement. Apprenez, oui, apprenez à, comment pourrait-on dire, à vous sentir débonnaire, bienveillant et généreux. Moi, je n'ai pas d'argent à donner, mais j'ai beaucoup de temps à donner. Si quelqu'un m'appelle, je réponds.
Si quelqu'un me pose une question sur Facebook, je dicte ma réponse à Jackie. Je suis toujours heureux. Si quelqu'un se rend chez moi et me dit « J'ai des choses à vous dire », je l'écoute. J'ai du temps. Si je n'avais pas de temps et que je travaillais comme un fou, je ne serais pas à l'accueil. Je ne serais pas accueillant. Je ne serais pas ouvert. Je ne serais pas disponible. Il ne s'agit pas ici d'être un paresseux au premier niveau, mais d'être un paresseux au second niveau. Là où se vit l'oisiveté créatrice. Alors, apprenez à utiliser cette force-là dans votre vie. Et vous allez voir, vous ne vous retrouverez pas dans des zones de guerre. Et si vous achetez un yacht, vous ne serez pas l'objet de piratage ou d'une panne en pleine mer. Si vous allez en forêt, vous ne rencontrerez pas un ours enragé. Vous savez, le problème n'est pas de dire « je sais quoi faire si je rencontre un ours enragé ». Ben non. La grande affaire, c'est de ne pas le rencontrer, cet ours. Alors, je vous laisse sur cela. C'est la fin de la deuxième partie et je vous reviens dans quelques minutes.